Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos projets. Aujourd'hui, ce sera une courte intro, donc j'aimerais faire un petit retour déjà dans le premier temps sur le podcast avec Julien et Marion. Vous m'avez fait péter les écoutes, donc je tenais à vous remercier pour ça. Et je tenais également à remercier Julien et Marion pour leur participation. N'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux. Ils partagent leur quotidien en story et je peux vous dire que ça donne une bonne grosse dose de motivation quand on voit ce qu'ils arrivent à gérer au quotidien. Ensuite, concernant les notes et les écoutes sur les plateformes, je ferai le point plus tard, mais j'ai qu'une chose à vous dire, merci. Voilà, continuez à noter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube. Abonnez-vous aussi sur YouTube, je tiens à préciser. Et enfin, concernant l'épisode du jour, c'était avec Dorian. Voilà. Je le connais depuis 3 ans déjà. On s'était rencontrés au premier repas de Noël des Gentlemen Investisseurs. Une très belle rencontre. Alors déjà, c'est un supporter de la SSE. C'est rare, donc ça fait plaisir. Surtout moi quand j'habitais Lyon à l'époque. Mais bon, on va pas s'étaler sur le sujet, surtout en ce moment, au vu des résultats en Ligue 1. Et puis non, après pour vraiment être sérieux, ce que j'adore chez Dodo, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours souriant, qui a toujours la patate, la banane. Et quand on voit son parcours, on peut que être impressionné. On détaillera ça dans l'épisode, mais il a voyagé à travers le monde pendant 6 ans. Il a rencontré sa femme pendant son voyage. Ensuite, il est revenu en France. Enfin, ils sont revenus en France. Ils ont commencé à investir dans l'immobilier. Et maintenant, Dodo, il est marchand de biens. Il fait des belles affaires. Et voilà, j'adore sa vision, j'adore sa façon de partager les choses et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Et bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Dorian dans le podcast. Je suis très heureux de l'accueillir et je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, merci de ton invitation, Romain. C'est un grand plaisir de te revoir. Eh ben super. Eh ben justement, je voulais dire, donc j'ai fait le calcul. Nous, ça fait 3 ans exactement qu'on se connaît. Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés? Est-ce que je m'en souviens? C'était sûrement avec les Gentlemen. Oui. Très certainement. Non, c'était avant le Noël des Gentlemen. Hein. Attends, quand est-ce qu'on s'est vu? On s'est vu plusieurs fois. On s'est vu au Fit de Darwin. On s'est vu la première fois. Le tout premier Noël, tu sais, qu'ils avaient fait au voile des Grands Larges. La voile du Grand Large. Ça, ouais. Bah, c'est le seul que j'ai fait, moi. Donc, oui, c'était ça. C'était à ce moment-là? Ouais. Ou alors, okay. Wakeboard, si t'as déjà fait, non? Non, t'as pas fait. Eh ben, alors, c'était bien, c'est ça. C'était les voiles du Grand Large, ouais. Donc, on s'était trouvé, une autre passion, commune que l'immobilier. tous les deux. Voilà. Tous les deux supporters de SSE. C'est ça. C'est ça. On est peu, alors il faut, on se soude rapidement. Voilà, exactement. Mais après, on va pas trop faire les fiers sur ce sujet parce que j'ai pas mal d'auditeurs qui sont lyonnais. Donc, on va éviter les sujets qui fâchent. Donc voilà. On va commencer tout de suite, Dorian. J'aimerais qu'en 1 minute maximum, tu nous dises qui tu es, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais. Ok. Bah, écoute, je m'appelle Dorian Franchini, j'ai 32 ans, je suis marié, j'ai un enfant qui va avoir 2 ans. Je suis originaire de la région Rhône-Alpes, mais précisément en Isère, près de Voiron, à côté de Grenoble. Okay. Anciennement grand voyageur et actuellement marchand de biens. Ok. Bon, bah écoute, on aura l'occasion d'évoquer tous ces sujets par la suite. Ouais. Ensuite, j'ai 2 questions communes à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as une ou des personnes qui t'ont inspiré dans la vie et pourquoi. Ouais, bah du coup j'ai écouté tes podcasts, j'ai réfléchi à cette question et j'ai du mal à trouver. Alors j'ai des personnes qui m'ont inspiré de par potentiellement des formations ou ce genre de choses. Ouais. Donc j'ai notamment, moi je me suis formé en immobilier grâce à Sébastien Morin. Je sais pas si tu connais, chez Easy Immobilier. C'est qui a créé Easy Immobilier. Il avait créé un groupe Facebook qui s'appelait, je sais plus, mais en tout cas sa formation c'était acheter un immeuble et gagner gros ou diviser un immeuble et gagner gros, quelque chose comme ça. Il a fait des bouquins, oui. Ouais. Aussi. Et ils étaient super. Ils étaient vraiment, c'était gratuit à ce moment-là. Ouais. C'était pas mal par rapport aux autres formations. Et franchement, elle en valait vraiment le coup. Il avait fait aussi des vidéos YouTube où c'était expliqué, donc on pouvait se le mettre en audio.
Ok. C'était très bien. Donc j'ai Sébastien Morin qui m'a beaucoup aidé là-dedans. Après j'ai eu les Gentlemen Investisseurs que j'ai beaucoup suivi en podcast. C'est les premiers podcasts que j'ai écoutés. Donc Tony et Yann, avec lesquels j'ai fait donc du coup le Noël des Gentlemen avec toi. Et j'ai aussi fait une semaine de parapente. Donc là on Ah, était un petit groupe, ok. on était c'était en juin 2020, chose comme ça, à Morzine. À Morzine, ouais. Super. Ouais, c'était super avec Mélanie que toi t'as reçu, Mélanie et Coco là. Ouais. Puis il y avait une autre belle bande de copains, donc c'était très cool. On a passé une super semaine. Donc voilà, un peu les gentlemen qui m'ont accompagné sur mes débuts, un peu moins maintenant, je les écoute. Enfin, j'ai beaucoup moins de temps pour écouter, mais j'essaye en tout cas. Euh, voilà, c'est les personnes qui m'ont inspiré, c'est plus de ce côté-là que Ok. quoi. Quand j'étais petit, si ça devait être Nicolas Hulot ou Choya Nature, Oui. j'ai fait autre chose pour les voyages. Oui, moi, lui, le mercredi soir, je dormais chez mes grands-parents, donc j'avais normalement je me couche tôt, mais les papy et mamie, c'était toujours un peu On peut toujours faire ce qu'on n'a pas le droit de faire chez les parents. voilà. Donc on regardait, c'était le mercredi soir au Choya Nature, et ça c'est ce qui m'a, je pense, donné l'envie de voyager. Donc c'est des personnes qui m'ont inspiré un peu. Ok. Bon, bah, c'est cool. Et du coup, deuxième question. J'aimerais que tu nous dises les valeurs auxquelles tu tiens. Voilà, des valeurs qu'on t'a transmises ou que tu as appris tout au long de ton parcours. Ok. Euh, Valeur de liberté numéro un, de temps, pour voyager, pour être en famille, pour profiter. On s'est lancé en immobilier pour ça. Euh, donc c'est quand on était en voyage avec ma femme, que j'ai rencontré en voyage d'ailleurs, on s'était posé la question qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à voyager, mais quand même avoir des projets, parce on s'ennuyait un peu en voyage à un moment donné, en road trip. Ok. Ça devenait une routine en fait, et on cherchait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à voyager, mais tout en ayant des projets sympas. Et on a dû taper ça sur Google. On a dû tomber sur Christopher Wangen, sur YouTube, liberté financière et tout ça. Et c'est venu comme ça. Donc la liberté de temps, d'argent, de tout, quoi. Donc ça, c'est, je pense, la valeur numéro une. Euh, Ensuite, qu'est-ce que mes parents m'ont beaucoup inculqué de valeur, valeur de l'argent. J'avais beaucoup la valeur de l'argent, un sou est un sou. Donc ça, j'ai du mal à le décrocher. Et en business, c'est compliqué si tu lâches pas pour aller en chercher plus. Mais je travaille dessus. Euh, donc la valeur de l'argent, c'est une valeur. Euh, et après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, le respect de l'autre. Voilà, on est des bons vivants, mais on essaye de déranger le moins possible les autres. Donc ouais, des valeurs de respect, honnêteté, ce genre de choses. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie pour ton partage là-dessus. Et maintenant, en fait, on va axer, si tu veux, la suite du podcast sur trois choses. On va dire la partie début de ton parcours, partie voyage un petit peu, la partie locative, parce que tu as démarré dans l'IMO comme ça, et puis après la partie marchand de biens. Donc, en ce qui concerne la partie voyage, en fait, j'aimerais que tu nous dises déjà de une, ce que tu as fait comme étude, et puis qu'est-ce qui a fait que tu as voyagé, parce que tu le diras, mais après, tu as voyagé quand même pas mal de temps, hein, de mémoire. Ouais, ouais, 6 ans à peu près. Ouais, j'avais 5 ou 6 ans en tête, ouais, donc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Euh, Après la troisième, je suis parti en BEP parce que Ouais. j'avais des facilités à l'école, mais je travaillais pas du tout. J'ai jamais trop fait mes devoirs ou quoi que ce soit et j'arrivais à avoir des bonnes notes, donc ça allait bien. Et heureusement, j'ai mon frère qui a 3 ans de plus que moi et qui a fait l'erreur, oui et non, qui a redoublé la troisième pour aller en seconde générale. Ça s'est pas bien passé et après il s'est réorienté en BEP. Alors maintenant c'est le bac pro 3 ans, mais avant il y avait BEP 2 ans, bac pro 2 ans. Donc moi je suis allé directement en BEP. Ok. À cet âge-là, je pense que peu de personnes savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. Donc j'ai un peu fait des visites d'école et je suis tombé sur une école près de chez moi qui avait un BEP technique de l'architecture et de l'habitat.
Donc Ok. déjà, ça était un peu lancé dedans. Donc on apprenait, on va dire, 3 matières qui étaient l'architecture pour devenir architecte, donc dessin sur plan et sur ordi. Pour devenir géomètre topographe, donc on faisait de la topographie, on apprenait les bases en extérieur, en intérieur, ça me plaisait beaucoup. Et aussi économie de la construction. Ok. Donc tout ce qui est calcul, voilà, pour devenir économiste dans le bâtiment. Donc ça, j'ai fait 2 ans, ça se passait bien. Du coup, après, il fallait faire un choix entre ces trois. J'étais meilleur en économiste de la construction, tout ce qui est calcul, mathématiques, tout ça. Donc je suis parti en bac pro à Romans-sur-Isère euh, pour faire un bac pro, études économie de la construction. Et moi déjà à ce moment-là, je voulais partir voyager, mais mes parents me poussaient aux études. Donc j'ai Effectivement. rallongé avec un BTS. Donc là, je suis Ok. parti à Annecy faire un BTS études économie de la construction aussi. Donc c'était là il y a eu un gap. Là il y a eu un gap entre le bac pro et le BTS. Pas du tout le même niveau. Donc là je commençais à être dernier de la classe. J'avais pas l'habitude, mais j'ai toujours pas bossé. J'ai eu mon BTS. J'ai eu mon BTS à 10 et demi. On a eu toute la classe a eu le BTS. C'était la première en Rhône-Alpes. Donc on était assez contents. On faisait les cons, on faisait beaucoup les cons, on rigolait beaucoup. On était en BTS, mais on avait une belle équipe. Du coup, bah, on a fait ces études-là. J'ai jamais travaillé dans cette branche-là. Et Ok. l'été qui a suivi le BTS, je faisais ma saison comme les années précédentes dans un camping, où je faisais animateur enfant, animateur adulte et serveur, barman. Et du coup, après ça, je suis parti avec 2 collègues de BTS en voyage, Ok. en Australie. On est parti en Australie. Et de En là a Australie. débuté les voyages. Ok. Et du coup, en termes de voyage, donc tu disais que tu as voyagé pendant 6 ans. T'as- Ouais. Allez, grosse maille, tu as fait quoi comme pays? Donc tu as commencé par l'Australie, c'est ça? Donc l'Australie principalement, ouais. On est parti là-bas avec un visa travail, donc on a travaillé un petit peu. On est resté 3, 4 mois. On a fait un road trip. Ensuite, on est parti en Asie du Sud-Est, 5, 6 mois. Ok. On est rentré en France, on n'avait plus d'argent. Oh. On partait de rien, on travaillait la saison pour payer le billet d'avion, l'assurance voyage et après il fallait se débrouiller sur place. En Asie, ça coûte pas cher, donc on avait accumulé un petit peu en Australie. Je suis rentré en France, j'ai refait une saison et après je suis reparti 11 mois en Australie. J'ai rejoint mon frère qui était parti là-bas aussi. Ok. Là sur les 11 mois, j'en ai travaillé 9. Donc là, j'avais pas mal charbonné dans les champs. Et ensuite, après ça, je suis parti en Amérique du Sud, Ok. donc avec mon frère. Je devais partir avec des amis, mais ils ont eu des plans différents. Il y en a un qui s'est marié avec une Colombienne, l'autre il était rentré du coup. Euh, et du coup, parti faire l'Amérique du Sud avec mon frère en road trip. Donc on achète un 4x4, on aménage, on fait le tour. Donc ça représente Chili, Argentine, Uruguay, Bolivie, Brésil, Équateur, Pérou, Colombie. Voilà. Donc on a fait un bon tour. Pendant ce road trip, au bout de 3 mois, donc on est parti 9 mois. Pendant ce road trip, on est tombé sur ma future femme, ma femme actuelle, à C'est ce beau. moment-là. Donc on s'est rencontrés en Uruguay. Euh, Après, elle a fait le chemin, un peu de trajet avec nous jusqu'au Brésil. Et puis au Brésil, on s'est mis ensemble. Elle a continué du coup, elle a fait 6 mois de road trip avec nous. Trop bien. Voilà. De là, on est rentré en France. Naï m'a rejoint. Et de là, on a fait partie. On est allé chez un ami à l'île Maurice. Après, on allait faire Noël, Nouvel An en Thaïlande. Et on est retourné en Australie avec elle. Et là, on est Ah, retourné 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans aussi. Alors là, j'avais plus de visa travail, donc on faisait du travail au black, un petit peu à droite à gauche. On faisait des ménages. Là, j'ai découvert Airbnb aussi. On nettoyait des Airbnb. Donc ça, c'était sympa. intéressant aussi. Ça, il y avait un petit tic. Et après ces 2 ans, on est rentré. On a fait une saison en France à Courchevel. Et ensuite, on est retourné. On a fait sud de l'Espagne, les Canaries, Grèce, Afrique du Sud. On a beaucoup aimé l'Afrique du Sud. Ah, bah on en parlera en off, alors j'y vais Ouais. l'été prochain. Ah yes. Ah ouais, au top du top. Et voilà. Et après, on s'est posé pour se lancer en immobilier. On a eu ce déclic là, comme je te disais, en Australie, Ouais. de par
les vidéos YouTube, formation, tout ça. Donc on a dit bah il faut se lancer, LMNP, l'ANI, let's go, faire du meublé. Donc pour qu'est-ce qu'il faut? Bah il nous faut un CDI. J'avais pas envie de bosser dans ma branche, donc j'ai cherché ce que j'ai fait dernièrement. Je faisais du ménage en Australie chez des particuliers. Hein. On s'était créé un réseau tout au black. On faisait des maisons incroyables en Australie sur Melbourne et des Airbnb. Du coup, je me suis pris un CDI en rentrant. Je faisais du nettoyage de copropriété de nuit sur Grenoble. Ok. Donc c'était pas dingue, mais c'était rémunérateur. Enfin, c'était 1800 € net avec voiture de service. D'accord. Et je faisais 4 heures midi. Je travaillais le matin tôt, c'est-à-dire fallait sortir les poubelles, nettoyer les halls d'entrée, nettoyer les montées. Voilà, pas dingue, mais du coup je me suis mis dans l'idée de faire ça. Et les après-midi, on avait du temps pour visiter, aller démarcher les banques. Voilà, donc on avait un peu plus de temps pour ça. Et le matin, du coup, je me mettais les Gentlemen ou d'autres podcasts, donc les formations immobilières, tout ça. Et je me mettais ça dans les oreilles parce que c'était un travail qui n'était pas intellectuel. Hein, donc voilà, une fois que tu avais ton balai dans les mains, tu pouvais te concentrer un peu sur que tu avais dans les oreilles. Donc c'est comme ça que je me suis formé. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans pour investir en IMO et acheter ma RP. Et une fois qu'on a eu tous les crédits, Bye bye. on a dit bye bye patron, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, que je revois de temps en temps, mais il était au courant de ce que je voulais faire et voilà. Du coup, on s'est lancé en IMO à ce moment-là, comme ça. Ok, bah, trop bien. Et du coup, toi, donc, t'avais trouvé un CDI, ta compagne avait trouvé un petit job aussi de son côté ou? Alors elle est argentine, donc du Ouais. coup l'intégration, faut déjà apprendre le français et tout. Ok. Dans la famille, on a des boulangers, donc elle a travaillé en serveuse, en pâtisserie, un peu en boulangerie pour se faire la main et apprendre le français. Elle apprend très très vite. Donc elle bossait comme ça à ce moment-là. Ok. Elle bossait à la boulangerie. Donc elle avait un salaire, mais c'était pas un CDI, c'était un CDD. Donc on s'est un peu basé, je crois que sur mon CDI à ce moment-là pour emprunter. C'était encore les emprunts à 110% pour du locatif. Ok, bah écoute, si tu veux détailler un petit peu la première OP que t'as fait. Ouais. Alors du coup, on cherchait pour faire du LMNP, hein, c'est ce qu'on lisait et écoutait de partout. Donc nous on est proche de Voiron, qui est une ville proche de Grenoble, mais direction Lyon aussi. On trouve un plateau brut à aménager. Enfin, non, il y avait quand même pas mal de cloisons. C'était un T4 vendu, mais c'était tout le premier étage d'un immeuble. Et c'était en monopropriété, c'était le premier immeuble que la dame vendait. Ok. Et on avait 2 portes palières. Et on s'est dit, allez, on va essayer de faire avec un sas. On a la place pour faire 3 appartements. Il y avait des fenêtres, il était traversant. On avait 3 fenêtres de chaque côté. Et on a fait des plans et on arrivait à caser 3 petits T2. 3 petits T2, là, on avait 103 mètres carrés à la base. Donc, nous, c'est du pisé, hein. C'est des immeubles de 1800 en pisé. C'est un peu de la terre. Ok. Rien de droit. Donc, une fois qu'on a tout cloisonné et tout ça, on s'est retrouvé, je crois qu'on a perdu 10-12 mètres carrés. Il y avait des murs. Il y avait des murs comme ça, donc toi tu vas recloisonner droit, donc tu perds toute cette surface-là. Après, il y en avait d'autres qui étaient à l'envers. Wow, énorme. Voilà. Et puis entre les cloisons SAD, séparatrices d'appartements, tout ça, c'est des grosses cloisons. Et du coup, on s'est retrouvé à faire 3 appartements donc qu'on a meublés, 3 T2 qui font 29, 31 et 35 mètres carrés. Ok. Donc un expo nord avec 2 fenêtres, un expo sud 2 fenêtres et un traversant une fenêtre chacun. Ok. De chaque côté. Donc on a bien aménagé ça et on avait entendu parler à ce moment-là, à force du Airbnb et tout ça. Donc on en avait aménagé un bien pour du Airbnb et les 2 autres en locatif à l'année, en LMNP. Ok. Ok, un meublé classique. Ok. Donc tu veux les chiffres un petit peu? Ouais, un petit peu rapidement. Ouais. Qu'est-ce que Alors, prix d'achat, prix de négo, s'il y en a eu un aussi. Ouais. Alors à la base, je pense qu'il était affiché à 95 000, quelque chose comme ça. 95 000. C'était déjà ok. pas cher, hein. Il faisait 103 mètres carrés pour le secteur, c'était pas cher. Ça a bien explosé depuis.
On a réussi à négocier à 85 000 euros. Ok. 85 Bien, 000. du coup. Et avec les travaux, ça nous est revenu à 180 en totalité. Ok. Donc, achat, frais de notaire, travaux, 180. Que t'as fait financer, tu disais, à 110%. À Du coup, 110%. Ouais, on n'a pas mis un euro dedans. Donc ça, c'était très sympa. c'était beau ça. On avait même un différé de 12 ou 24 mois, je sais même plus. Enfin, c'était 12 mois, mais il commençait à la fin des travaux. Donc si tu disais pas que t'avais remboursé, il nous restait un petit pourcentage de travaux à faire, mais une fois que c'était terminé, donc on l'avait repoussé. Je crois qu'on est parti sur, il y a eu 5 mois de travaux. Je crois qu'on l'a déclaré à 8-9 mois. Donc ouais, on a eu un peu plus d'un an et demi de différé. Donc ça, c'était cool aussi pour prendre un peu de cash au début. Ok. Et du coup, cet appartement, vous l'avez fait passer en quoi? En locatif ou en résidence principale? Ou qu'est-ce que En tu avais dit à locatif. l'époque? En locatif, ouais. Ouais, ouais. Du coup, j'avais un ami qui était banquier, directeur de banque, Ouais. parce que ma banque traditionnelle, c'est Crédit Agricole. Ils nous ont pas suivis sur ça. Bon, après, on a démarché 12 banques. Hein. Ok. Ouais. Un Voilà. paquet. Donc, on avait démarché une douzaine de banques et notre banque traditionnelle nous suivait pas là-dessus. Pareil, ils voulaient une résidence principale ou un machin. Et un ami nous a fait confiance. Alors, il avait en délégation, je crois qu'il avait un peu plus, donc ça passait de son côté. On lui a fait un beau business plan bien présenté, comme on avait appris dans la formation de Sébastien Morin. Personne n'avait vu ça hein, à ce moment-là. C'était des beaux business plans. Et du coup, il nous a suivis. Il nous a suivis là-dessus et c'était parti sur ce projet-là. Ok. Et du coup, ouais, première opération, pas des plus faciles parce que déjà division de Oui, logement, division officielle, hein, on est d'accord? division officielle, Voilà, ouais, division. avec Enedis, création de compteurs. Pendant les travaux, on s'est aperçu qu'on avait derrière du placo dans les communs une troisième porte palière. Donc au final, on n'a pas eu besoin de créer de sas ou quoi que ce soit. Donc on avait bien 3 portes palières sur le premier niveau. Donc t'arrives sur le palier, t'as 3 portes. Nickel. Trop bien. Et on a pu négocier ça avec la personne parce que elle était en monopropriété à ce moment-là. Donc C'est ce que nous, j'allais te c'était demander, ouais, parce que quand c'est en copro, faut demander, alors faut ouais, faire une AG exceptionnelle si l'AG se passe pas à la période où toi t'achètes. oui, Donc là, en fait, vous avez fait ça nous c'est comment bien à tombé l'ami? nickel. Ouais, À l'amiable, enfin, ça a été négocié. Nous, c'était validation de 3 portes palières. Une fois qu'on avait découvert avec les artisans qu'il y avait une porte cachée là derrière. ouais, Euh, donc ça a été, on a eu de la chance à ce niveau-là, ouais. ok. Sinon, on aurait Donc, fait un sas, on aurait eu 2 portes palières et c'était validé de toute manière. Il y avait déjà 2 portes. On aurait fait un sas, un accès un peu sur le côté. On aurait perdu quelques mètres carrés. Je sais pas si on aurait pu faire une division officielle d'ailleurs si on avait que 2 portes. Je sais plus. Mais en tout cas, Enedis, tout bien passé. Et donc on est ouais, reparti de zéro. On a enlevé le plancher. Il y avait d'un côté de la pièce et le centre de la pièce, il y avait 10-12 cm de différence de niveau. Donc, c'est-à-dire, on a enlevé tout le plancher. Les charpentiers sont venus, ils ont contre-solivé à niveau, tu vois. Et après, on ok, a fait un plancher OSB et on est reparti de là-dessus, quoi. Complet. complet. Et du coup, donc t'as contacté Enedis. Après, t'as fait appel. Donc, comment t'as démarré? Parce que du coup, c'était votre premier investissement. Ouais. Donc travaux, division. Vous êtes entouré de qui? Enfin, comment tu t'es entouré en fait d'artisans? Est-ce que tu avais aussi un petit peu de famille ou d'amis qui étaient là-dedans? Comment t'as fait en Alors, on fait? avait des amis qui étaient peintres plaquistes. Donc, Ok, on les a contactés. Et puis après, j'ai demandé à des amis ou à la famille des contacts d'artisans avec qui ils ont déjà travaillé. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé le plombier et l'électricien. Après un ami de mon ami qui était menuisier pour les fenêtres et on a réussi à trouver une petite équipe et ça s'est très très bien passé. Et du coup, comme moi je travaillais le matin, je passais le midi, on a fait la suite de travaux nous-mêmes. Donc c'était une première très bonne expérience formatrice. Et on avait fait passer plusieurs corps d'état, plusieurs artisans par corps d'état, on a suivi le livre en fait. On avait un livre, on l'a suivi. Il est vraiment très bien fait. Si on débute, ce livre est incroyable. Il parle du mindset, tout ça, et puis après, étape par étape, il y avait plus qu'à suivre. Donc, merci Sébastien Morin.
Eh ben, top. Donc, ouais, vous avez bien appliqué. Et du coup, donc, tu disais à peu près 4-5 mois de travaux, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu des surprises ou positives comme négatives? Bah, la surprise, ça a été le plancher. À la base, on pensait pas refaire tout un plancher complet. Ok. Euh, on savait pas comment ça fonctionnait. J'avais jamais vu. Maintenant, je le vois sur Instagram souvent contre contre solivé à niveau avec des bandes résilientes. Alors nous, on a oublié de mettre les bandes, par exemple, sur les contre solives. Du coup, ça grince un petit peu le plancher. Tu vois, Ah, au ok. niveau on a l'OSB qui est directement posé sur du bois. Donc à force, avec le temps, c'est un vieil immeuble, ça bouge pas mal. Euh, on a ces problèmes-là. Mais pour le régler, il faudrait tout enlever, tout refaire. Donc ça va grincer encore quelques années. D'autres surprises. En fait, on a eu la chance aussi. On l'avait vu dès le départ pour diviser en 3 appartements au niveau des évacuations pour nos salles de bain, nos WC, parce qu'on était au premier niveau quand même. On avait un gros vide sanitaire d'à peu près 80 centimètres entre notre niveau et le niveau du dessous. Ah Donc on ouais. a pu, et en plus une fois qu'on a levé tout le parquet, tout le plancher, le plombier il est passé, il a fait toutes ses évacs, on a réussi à avoir la pente. Il y avait des grosses poutres en bois, mais on a réussi à faire passer toutes les évacs pour revenir sur le centre de l'appartement. Donc parfait. Donc on pouvait placer plus ou moins comme on voulait nos pièces d'eau. On n'était pas contraint de s'aligner, de toutes les coller les unes aux autres pour être sur la descente principale. On avait de la marge dessous pour notre pente naturelle gravitaire, quoi. Ok, trop bien. Donc Trop ça bien. c'était un point qu'on avait vu à la première visite. Bon, bah, c'est cool. Et donc là, aujourd'hui, mode d'exploitation. Tu disais au début, vous avez démarré donc avec une location courte durée et 2 locations meublées à l'année. Ouais, Là, aujourd'hui, vous exploitez toujours comme ça ou t'exploites, non, t'as changé pour Airbnb. full Airbnb? C'est C'est ça. beau ça. C'est beau, Et ouais. Bah, en fait, ils sont partis assez vite. C'est des personnes qu'on connaissait. Il y en avait 2 personnes, c'était instance de divorce. Donc, il y en a un qui restait à la maison avec les enfants et c'était les parents qui changeaient une semaine sur deux. Donc ok, là, on les connaissait. Donc, je crois qu'ils sont restés 6 mois. C'était pour dépanner. Puis après, c'était un jeune couple. Pareil, ils sont pas restés longtemps. Ils sont restés 8 mois. Et au fur et à mesure bah, des départs, on l'a mis en LCD pour voir si ça marchait parce que on avait un peu des croyances limitantes comme quoi dans notre région, nous c'est pas une ville touristique, Voiron, mais il y a pas mal de demandes pour des professionnels et des formations. On a un CREPS à Voiron, on a pas mal de formations kiné. Il y a aussi le pôle badminton, tennis de table, basket à 3, escalade. Donc il y a pas mal de sportifs qui viennent aussi dans le coin. Et donc ça se joue très bien. Alors maintenant ok. la concurrence a doublé en 3 ans bien sûr, mais ça se loue. On a des personnes qui reviennent Qui revient régulièrement, régulièrement. ouais. Ok. Ouais. Donc Et, euh, et du coup, comment vous faites au quotidien? C'est vous qui gérez encore tout? Est-ce que c'est en conciergerie? Est-ce que vous avez mis en place des process? alors du coup c'est ma femme qui gère tout ce qui est Ok, réservation. Donc elle gère on fait full Airbnb. On fait sur rien d'autre. ok, On avait testé au début, on a eu quelques soucis. Alors peut-être qu'on optimiserait un peu mieux parce par rapport à notre taux de remplissage, le jeu en vaut pas trop la chandelle. Ouais, on d'accord. doit être à 90, 92, 95% de remplissage. Point énorme. Ok, Donc on veut pas trop se faire chier à passer par une autre plateforme. Donc ça se passe très bien avec Airbnb, on voit bien comment ça fonctionne. On a une femme de ménage d'accord. qui est aussi sur le compte, donc elle voit un petit peu les réservations et tout ça. On lui fait son calendrier et la femme de ménage habite à littéralement à 50, 60 mètres des appartements. Donc s'il y a une petite modification et tout, et elle, pareil, elle travaille tôt le matin, elle finit à midi, donc elle fait les sorties départ à midi, et, Ok, et donc c'est parfait. Et ok. elle est très sympa, elle nous dépanne. Elle travaille en supermarché, donc s'il y a besoin, s'il nous manque du papier toilette ou quoi que ce soit, elle nous dépanne. Elle nous fait la liste de courses qu'on doit. Nous, on fait encore les courses pour tout ce qui est produit et tout ça d'entretien. On fournit tout et elle fait ce qu'elle a à faire. Ok, et elle bosse les week-ends aussi? Ouais. Ouais, Et elle bosse si elle aussi. est pas là, elle a trouvé une autre collègue de boulot qui la dépanne pour les vacances et tout ça. Donc non, on a trouvé notre pépite. Bon, bah super. Et du coup, ça vous, à grosse maille, ça vous rapporte à peu près combien ces 3 LCD? Je dirais 3600 par mois.
Ah oui, c'est joli. 1002 par appart à peu près. Donc ouais, sur l'investissement de départ, ouais, ça fait plus de 20% de renta à l'année, c'est quand même Oui. joli, hein. C'est Ouais, joli. c'est pas mal. Ok, pour un premier invest, joli, joli, joli. Bah, du coup, ça a été le premier et le dernier. On n'en a pas refait d'autres. Ouais, pas d'autres locatifs, mais vous avez fait, j'allais dire en nom propre, votre résidence principale, c'est ça, ouais? On a acheté notre résidence principale, ouais. On y est actuellement, là. Ouais, Qui est en vente et qui devrait être vendue fin décembre. trop bien. Ouais. Donc, sur lequel on a acheté 250 000 euros, mais il y avait 4 murs. Voilà. C'était une maison qui était abandonnée depuis 19 ans. Ok, Et putain, ouais. un promoteur a racheté cette maison parce qu'elle avait beaucoup de terrain. Et du coup, ils ont fait un lotissement. Donc un lotisseur. Tony Poncet, non, c'était pas lui. C'en était un autre. J'aurais bien resté topé parce que quand j'ai vu les chiffres, c'était intéressant. Donc il a divisé en 7 lots. Donc nous, on se retrouve avec la vieille maison des années 60 sur un lot de lotissement auquel il faut se raccorder au tout à l'égout, à l'électricité, tout ça. Donc ils ont tout coupé parce que ça devait être une fosse septique sur le terrain du voisin, enfin, de l'actuel voisin en dessous. Et du coup, nous, on a racheté cette maison à refaire complètement. Complet. Donc ouais, tu disais autour de Ouverture. 250, c'est ça, et tout à faire de A à Z. Ouais. Et là, comment vous avez procédé? C'est déjà au niveau de la banque. Tu disais Alors, que tu au avais niveau t'as visité une dizaine de banques pour le locatif, là pour pour le le locatif, pour le pour la RP, t'as fait. banque, non, on n'en a pas fait autant. Ok. Alors, on cherchait quelque chose de plus petit parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais toujours enfin, j'avais mon salaire de 1800, mais on avait le locatif qui tournait Mhm. quand même, donc ça fonctionnait. Je crois qu'à ce moment-là, il faisait encore le calcul différentiel, c'est-à-dire Oui. que on gagnait de l'argent vu qu'on avait du cash flow positif. Alors, il prenait pas la LCD, il prenait du locatif à l'année, pondéré à 70%. Mhm. Mais ça nous faisait quand même un cash flow, il me semble, encore ça, de 500 euros. Donc, il s'ajoutait à notre salaire à ce moment-là. Ok. C'était pas, on faisait la totalité des crédits divisé par 3 et on ajoutait 500. Là, c'est vraiment, ça nous supprimait notre crédit on a un crédit de 760 euros sur le locatif. Ok. Pas mal. On a un C'est crédit vraiment de pas mal. 760 et je crois que pondéré, on arrivait à 1200, allez, 1260. Donc on avait 500 euros de cash flow, mais ça nous annulait notre crédit et ces 500 euros s'ajoutaient à mon salaire. Donc ouais, 1008 plus 500, du coup, Plus il 500. Et ma retenait femme à ce 2003. moment-là bossait dans un lycée. Elle était à mi-temps au SMIC, donc il y avait 600 euros calculés en plus. Mhm. Et avec tout ça, on a pu emprunter pour la maison. Sauf que on cherchait quelque chose de plus petit. On cherchait quelque chose autour de 150 000 euros pour faire les travaux, tout ça. Par rapport à notre endettement et tout ça, mais sauf que on n'a pas trouvé et on est tombé sur ça et on est tombé amoureux de la maison parce qu'on a une vue incroyable là sur le Vercors et la Chartreuse et la vallée. Euh, donc on a vu ça, on a dit wow, là il y a quelque chose à faire, sauf qu'on a acheté le prix qu'on voulait total finir et rénover. Donc ça Ok. c'était un peu complexe niveau financier pour terminer les travaux. Et et du coup, on a eu quand même un éco-PTZ. À ce moment-là, on a eu les aides de l'État aussi pour la rénovation énergétique. Donc, on a fait tout ce Ok. qui était isolation des combles, des rampants, des murs intérieurs, système de chauffage, parce il y avait un vieux truc au fioul. Donc là, on a eu pas mal d'aides à ce niveau-là. Donc, ça tombait très très bien. Puis après, on a mis un peu la main à la pâte, quoi. Ouais, vous avez fait pas mal de choses vous-même. Je voyais à Ouais. l'époque les Ouais, stories, ouais. les stories Insta. Et toute la famille aussi, les amis ont été réquisitionnés. Ouais, bah ouais, la débrouille, hein. La débrouille. Mais là, du coup, là, moi, je travaillais plus parce que j'avais négocié une rupture conventionnelle. Ok. Donc ça tombait bien parce que du coup j'avais le chômage et ouais parce qu'on se retrouvait alors la banque nous a validé le financement avec 41% d'endettement à ce moment-là d'après leurs Ok. calculs. C'était ma banque donc on était très contents. Et et après juste après surtout qu'on a quitté nos deux boulots quoi. Pour se mettre à plein Donc temps dans ce projet. ouais pour se mettre à plein temps dans la maison et puis en parallèle il y avait le marchand qui démarrait Ok. et voilà quoi. Comme ça on s'est débrouillé comme ça. Et donc là, c'est une RP dont vous souhaitez vous séparer du coup. Vous avez d'autres Exactement. projets ou Ouais, là, on se rapproche des. Alors, entre-temps, on a eu entre maintenant et quand on a acheté, on a eu le petit Mathilde qui va avoir 2 ans. Donc, du coup, là, on se rapproche des grands-parents.
Et c'est pas mal. Pas mal. Attends Donc bien. oui, on se rapproche de chez eux. On a trouvé une maison là encore un peu dans le même style avec beaucoup de travaux. Ouais, Pareil, une vue incroyable. Tu viendras voir. Et avec plaisir. et il y a pas mal de travaux. Et là, je pense qu'on a encore 5-6 mois de travaux. Et on se rapproche du coup de mes parents et on a eu cette opportunité là. Donc c'est parfait. Ok. Bon, bah, c'est cool. Et Et là, on revend bien. On fait une belle plus-value de 150 000 euros. 150? 250. 250, d'accord. Ouais. Eh oui, donc effectivement, très très beau. Et ben, en fait, on a acheté vraiment au bon moment. On a acheté en juin 2021. Ok. Euh, et une maison comme ça, on n'en retrouve pas à cet endroit-là. On a très bien acheté et on a très bien vendu aussi. Hein, Ouais, et ça s'est puis très bien goupillé. belle vue, tu vois, l'emplacement, des Ouais. travaux de Et qualité. là, ça augmente, tout a augmenté. Tout le côté, là, on est sur un coteau, là, assez prisé. Et là, tout a beaucoup augmenté. Ok. Les prix ont explosé après le Covid. Et là, alors là, ça a rebaissé un peu. On aurait même pu en tirer un peu plus si on avait revendu 1 an et demi. Mais après, on était bien à la maison quand même. C'était pas un achat-revente rapide. C'était un endroit où on voulait rester un petit peu et en profiter. Donc, Ok. euh, donc Et voilà. là, la prochaine OP, du coup, enfin la prochaine OP, la prochaine RP, ça, c'est des choses que vous avez évoquées avec la banque ou Et ben là, on négocie. Alors, c'est pas 100% validé, mais presque un transfert de crédit. Oh putain, oh là là, Ah ouais, non mais c'est j'ai déjà eu royal. ça. Bah, du Hop. point de vue du banquier, Ouais, toi c'est au chiant. secours, c'est ça. Au secours, mais putain, je l'ai vu 2 fois dans ma carrière en 11 ans de banque, tu vois. Bah elle, ça Donc, faisait 15 ans, c'est la première fois qu'elle le fait. Hein. ah bah tu vois, ok, donc trop bien. Donc transfert de crédit, en plus tu gardes ton taux Oui. actuel. On avait un Tu... taux, en plus, un pré-pass, ils appelaient ça. Parce que Ouais, tu vois, ok, on avait ouais, une partie à 25 000 euros, c'était à 0,5 et le reste, je sais plus, à 1,4, 1,5. ok. Donc Donc là on tu transfère ce crédit-là. Donc c'est sur la nouvelle RP sur la et nouvelle du coup RP. putain et du coup tu récupères le cash, tu récupères pas mal de cash alors. On récupère pas mal de cash. Trop Bah bien. parce que de toute façon, là, notre endettement personnel, là, on a calé nos salaires pour avoir un endettement pour pouvoir faire ce transfert de crédit. On n'a pas anticipé tout ça. Mhm. Pas qu'elle sorte trop tôt le podcast là, avant qu'il nous valide. Non, ça devrait le faire. On a calé nos salaires actuels pour avoir un endettement qui correspond à notre crédit, parce que sinon ça passait pas. On n'avait pas de salaire. J'ai eu mon chômage pendant 2 ans, mais bon, c'était un chômage à 1 200 et zéro à côté, et on avait 1 300 euros de crédit. Ok, Donc il fallait qu'on remonte un peu nos calculs pour avoir le transfert de crédit avec un endettement je crois qu'on est à 33%, ok. Donc 34. toi avec la société de marchand, c'est ça et ta Ouais. compagne. Et ma compagne aussi, qui est maintenant Ok, salariée sur la boîte de marchand. ok, Donc voilà, transfert de crédit, nouvelle RP et on va louer entre temps pour pas vivre dans les travaux avec le petit. Donc là, on a trouvé, c'est galère à trouver. Hein. Il n'y a pas y a pas de de bien. locatif pour 6 mois. Bah déjà, faut pas leur dire. Euh, c'est compliqué. Donc là, c'est une amie. Heureusement, elle avait un gîte et en basse saison, elle nous le loue. Donc c'est nickel. Ok, donc trop bien. Eh ben écoute, transfert de prêt. Donc pour Ouais. faire un petit peu le résumé, t'avais une société de caution, non? Ou hypothèque, C'est en hypothèque. hypothèque Donc PPD. on pouvait Ok, pas juste faire le filou et revendre la maison, garder l'argent et racheter ailleurs en gardant le même crédit. Ça m'était impossible en hypothèque. ok. Donc ouais, pour faire un petit peu le résumé pour les auditeurs, c'est très rare parce qu'en fait les banques elles bottent en touche. Enfin moi je me suis buté à ça en fait sur les deux propositions que j'ai eues de la part de mes clients. La banque en a accepté qu'une. En fait, il y a rien qui interdit dans les conditions générales de le faire, conditions générales du prêt, mais souvent c'est refusé, aussi bien par la société de caution qu'on a une, ou aussi bien par le service des engagements, ou alors la banque. Et grosso modo, en fait, tu revends ton bien, t'en rachètes un nouveau, et simplement la banque demande à ce que il y ait bien la prise de garantie qui soit faite derrière sur le bien. Donc là, en l'occurrence, si tu achètes une nouvelle maison, ils vont lever l'hypothèque sur ton bien actuel et en mettre une en place C'est ça. Il y a des frais un petit peu, sur le mais nouveau, voilà. Frais d'hypothèque et du coup frais d'avenant aussi au niveau banque. En fait, la banque va te prendre des sortes de frais de dossier pour pouvoir ouais. modifier Prenez.
le bien. Tu m'étonnes. En plus, t'as fait ça en 2021, c'est ça tu disais, donc tu dois avoir des beaux taux, je pense, sur 25. Ouais, je sais même plus. Je crois que. Alors après, on a gardé notre assurance chez eux qu'on paye un peu cher et tout ça, mais ça valait le coup, quoi. Ah bah là, t'as bien fait, hein. T'as bien fait. Alors c'est pas validé. Ouais. Je te tiendrai au courant, mais Eh ben, avec plaisir. c'est bien parti. Et dans tous les cas, sinon on a monté notre dossier avec une autre banque qui nous suivrait alors au taux actuel. Et on a regardé la différence. Ça coûterait un peu cher. Enfin, la différence, elle est assez balèze quand même. Mais en tout cas, du moment qu'on nous suit, c'est top. Bon, bah super. Et bah, je suis trop content, trop content. Ouais. Et du coup, maintenant, on va dévier un petit peu sur le marchand. Ouais. Parce que là, toi, vous avez démarré tous les deux dans le locatif. Et pourquoi le marchand? Enfin, pourquoi? Comment? Alors pourquoi, comment? Donc on suivait les travaux du premier locatif. Euh, Du coup, bah après, on était dans le monde de l'immobilier, sur les réseaux, les machins, on commence à entendre parler de marchand de biens, qu'est-ce que c'est, parce que dans un premier temps, on n'entend pas trop parler. Alors maintenant, de plus en plus, mais même il y a 3 ans ou pas tant que ça. Euh, et il y avait un bien qu'on avait visité avec ma femme, qui se prêtait potentiellement une création d'immeuble. Donc on avait fait nos plans de découpe et tout ça en SCI, et ça nous paraissait complexe, faire en travaux et tout ça. Et, euh, et on faisait des apéros immobiliers sur Grenoble. Et de là, j'ai rencontré mon futur associé, donc David Villain, qui, à qui j'ai proposé cette opération de la faire ensemble, et pourquoi pas de la faire en marchand de biens, ça pourrait tourner. On avait regardé un petit peu les calculs, et c'est comme ça qu'on a démarré en marchand sur un projet de création d'immeuble. Voilà. Donc on démarre jamais trop facile, pas un appartement, non, c'était une maison de ville, enfin une maison, non pas une maison de ville, une maison individuelle qui est plus ou moins dans le centre-ville, mais avec du terrain autour. Et on est parti sur ce projet-là pour diviser en 6 appartements qu'on livrait clé en main, avec place de parking, les extérieurs au maximum pour valoriser un peu les appartements. Ok, donc première OP comme ça. Donc du coup, l'importance du réseau et puis de participer en fait à des séminaires, des apéros IMO, parce que ça t'a permis de rencontrer ton associé. C'est ça. Et petite question, moi qui me vient à l'esprit sur ce type d'opération. Tu vois, en tant que moi, je suis totalement, je fais pas de marchand. Tu vois, je suis totalement novice. Ouais. Prix des maisons, prix des appartements, il y a toujours une différence où les maisons sont généralement plus chères que les appartes au mètre carré. Là, on avait pas mal de volume. C'était une maison immense des années 60 aussi, très bien faite. On avait un sous-sol semi-enterré, donc c'est-à-dire qu'on avait les garages par un côté et puis de l'autre côté c'était en terre, quoi. Ouais. Donc on avait tout ce volume-là qu'on voulait à la base exploiter en appartement et tout ça, mais on avait une faible hauteur sous plafond. Il y avait 2 appartements, donc c'était une seule et même famille, mais il y avait 2 niveaux avec 2 appartements. C'était des plateaux de 110 mètres carrés. Ah ok, donc et c'était les déjà combles aménageables. Donc en gros, on a en surface, oui, notre prix au mètre carré, il a vachement diminué parce qu'on a exploité pas mal de surface. C'était vendu comme quelque chose de 200 mètres carrés au sol, et on en a fait pour. Alors après en carré, on en a beaucoup moins, mais c'était vendu pour combien? Ouais, 180 mètres carrés, il me semble, habitable. Et on en a fait pour plus de 250. Donc notre prix au mètre carré a vachement diminué. Ok. Tu vois, c'est quelque chose qui était affiché à 310 000 euros. 310, ok. Et on a acheté 292. Il y a pas eu une grosse négo. On a acheté 292 000 euros la maison sur un terrain de 600 mètres carrés. Ok. Donc, voilà. Tu vois, ça faisait partie des questions que j'avais où tu te dis, tu sais, t'achètes une maison, tu la divises en appartements, sauf que maison. Après, moi, je fais le comparatif avec là où je vis actuellement. Je pense que ça dépend les régions, bien sûr. Ouais. Tu vois, les apparts, on est plus entre 1003 et 1005 du mètre carré, les maisons 2000, 2002. Donc, je me dis, si t'achètes une maison, tu sais, à 2000, tu fais de la division, du coup, tu vois, les calculs sont pas bons, mais là, augmentation de surface. Exactement, c'est ce qui a fait que ça a changé, parce que chez nous, je pense que ça s'équilibre maintenant, mais ça doit s'équilibrer un peu les tarifs. Il ne doit pas y avoir trop de différence entre le prix au mètre carré des maisons. Après, si c'est des petites maisons, oui, ça va être plus cher le prix au mètre carré, mais les grosses maisons, une fois que tu as de la surface, tout est question de ratio de surface, en fait. Un prix au mètre carré d'un appartement de 60 mètres carrés, une maison de 200 mètres carrés. Ok.
Mais nous, ça valait le coup. Nous, ça Ok, valait le coup pour créer 6 appartements, ouais. Ok, et du coup, ouais, à peu près tu te souviens à peu près la marge que vous avez fait sur ce topé, non, à grosse maille? Alors, donc du coup, ça nous revient avec parce que en marchand bien, on a les frais de notaire réduits. Ouais, On paye pas les 8%, on paye 2,5, quelque chose comme ça, 2-3 en 2,5, ouais. fonction du. Il me semble que ça nous est revenu du coup à 8 000 euros, donc 300 000. On a fait 350 000 euros de travaux. Ok, Bah, c'est une création d'immeuble en fait, hein, création de colonnes, Enedis, haut, complet. On n'est pas parti dans du simple. Euh, toujours toi, toujours la ouais, première non, opération. ouais, ça fait passer les steps. On C'est part pas ça. sur un. Parce qu'après quand on écoute les formations, ils disent commencez par un studio. Alors oui, c'est sûr que c'est plus safe, mais je crois que ça nous est revenu à 880 et on en a revendu pour 850. Donc ça c'était une marge brute. Ouais, ça faisait une marge. C'est après on nous bouffe, hein. On nous bouffe en IS et tout ça. Euh, en 20 000, quelque chose comme ça. Net sur Ouais, la quelque chose comme boîte. ça. Ok, donc ouais, 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 belle non, point. c'était net, mais en calcul de marchand, on devait être à 25%, Ok, 25% de marge. Mais c'est quelque chose on y passait tous les jours, hein. On a réussi à acheter en janvier et livrer le dernier appartement en octobre avec tous les travaux. Donc on a fait une belle suivi de chantier. C'était hyper formateur aussi. ouais. Puis ça a été rapide quand même parce que. Ouais. Ouais, ouais. Et puis les Ouais. travaux, vraiment, ils ont commencé au premier. En janvier, on avait commencé la toiture, mais sinon, ça a commencé en février. On a fait la démol et l'évacuation, nous, tout en doublage brique. Oh là là. On a évacué plus de 30 mètres cubes Bois. c'était un ancien menuisier, donc tout était des meubles encastrés en bois, mais pour les péter, c'était compliqué, hein. On a évacué tout ça en benne, ouais, plus de 30 mètres cubes. On nous a pris un pas mal de temps. Et du coup, on a commencé février et on a livré les premiers appartements. Ils ont été livrés en juillet. 2 appartements qui ont été livrés en juillet et ensuite au fur et à mesure. Et ensuite au fur et à mesure. Ok, et Et là, on a pour créé 4 T3 et 2 T2 dans les combles. Ah, 4T3 et 2T2. Ah ouais. ouais. Donc, on avait 2 T2, 2 T3 Red Jardin qui ont été pour des personnes plutôt âgées qui voulaient un Red Jardin. Donc, les deux, ils avaient un beau petit Red Jardin. Au premier, on avait 2 autres T3, un avec un balcon qui faisait un angle qui était pas mal. C'était des petits T3, hein, 53, 55 mètres carrés, mais bien optimisés. Et un autre T3 sans extérieur. Et sous les combles, on avait une très belle hauteur sous plafond. Je crois qu'on avait 3,90 m au fêtage. Et on a gardé toute cette hauteur pour donner un aspect de volume. Parce qu'en carré, je crois qu'on arrivait qu'à 28, 29 mètres carrés carré. Mais au sol, on avait 42 mètres carrés. 42, Ok. 43. 42, j'aime bien ce chiffre. 42 mètres carrés. C'est bon Et, ça. et c'était 4 résidences principales. Et les T2, il y en a un, c'était pour du meublé à l'année et l'autre, c'était pour du Airbnb. Ok. Donc belle première OP. Donc du coup en fait pour refaire un petit peu l'ordre chronologique, donc vous décidez en apéro IMO de partir sur une première OP. Donc vous créez une société, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, vous créez la société, vous signez le compromis. Derrière, je me souviens, je crois que je d'avoir vu passer cette opération sur les réseaux sociaux. Tu nous parleras un petit peu du financement, parce que du Ouais. coup, toi, t'avais plus ton job à l'époque. Non, non, non. T'avais plus ton job et David, qu'est-ce qu'il faisait lui de son côté? David, il l'a quitté soit en même. Non, non, non. On l'avait tous les deux de boulot. Donc on l'a acheté en janvier. Moi, j'ai quitté mon boulot. Putain, c'était l'année d'avant ou pas? Je sais même plus. Quand est-ce qu'on a fait ça? Alors soit je l'ai quitté en septembre et David, il a quitté son boulot en octobre, un mois après moi. Ok, un mois après toi. Et donc, Mais je sais plus si c'était l'année des travaux, non. Non, non, non. On avait déjà quitté le boulot à ce moment-là, ouais. Donc non, on cherchait une banque. On savait pas trop comment ça fonctionnait, hein. On s'est lancé dedans, pleine bille. eh Et ben, vas-y, si tu veux détailler un petit peu. ouais, du coup, on s'était dit, on sait qu'il nous faut 20-30% d'apport. Donc nous, je pense on avait à peine 5 000 € chacun pour se lancer sur ce projet. Du coup, fallait trouver des solutions. Euh,
Entre-temps, les rencontres ont fait que on a vu que des personnes arrivaient à faire des levées de fonds, donc qui parlaient de contrats d'émission d'obligations simples. Donc ça, on en a. Je pense que c'est Corinne Bontemps, Ok. Investir comme elle, qui m'en a parlé la première fois, très certainement au, au séminaire parapente des gentlemen. Je pense que c'est là que j'en ai entendu parler la première fois. Donc on s'est dit, on va lever cette 20-30% de ce montant-là, et le reste, on va se faire financer par une banque. Bon, c'est pas fait. On est passé par un courtier. On n'a pas trop fait les démarches nous-mêmes pour trouver la banque. Okay. Et il a jamais rien trouvé. C'est très compliqué. On venait de créer la boîte il y a 2 mois. Donc c'est pas finançable en fait. C'est pas finançable. C'est un truc où il y a bien trop de travaux. Même si on avait fait un beau petit business plan à ce moment-là, il n'est pas aussi carré que ce qu'on a actuellement. On débutait vraiment. Hein. Donc on s'est dit mince, il faut qu'on trouve 550 000 euros. Je crois qu'il nous fallait ça. Il nous fallait 600 000. On a réussi à lever 550. Et sur la fin, on avait déjà revendu 2 appartements qui ont payé la fin des travaux. Ok. Donc on a mis en attente un peu des artisans qu'on connaissait. On les a fait patienter 2-3 semaines pour régler quelques factures. C'était un peu délicat, mais ça s'est très bien fait. Et on a pu payer la fin parce qu'on n'avait pas levé l'intégralité. Mais on a quand même réussi à lever 550 000 euros comme ça, avec un contrat d'émission. Auprès d'investisseurs privés. On rémunérait à 10% annuel de leur investissement. Ok. D'intérêt brut. Alors c'est-à-dire que si tu es en société, tu récupères tes 10%. Donc tu as mis 100 000, tu récupères 110 000 au bout d'un an. 115 au bout de 6 mois. Enfin, ça dépend. C'est au prorata temporis de l'année. Ouais. Ouais. Et après, tu payes ton impôt sur les sociétés perso sur ta boîte. Ou alors, les personnes physiques, on doit prélever l'impôt, la flat tax, 30%. J'espère qu'elle restera à 30%. Et elle est prélevée. Et après, c'est en fonction de leur imposition perso. S'ils sont 30%, ça les arrange, tant mieux. S'ils payent pas d'impôt ou quoi, ils payent que la CGCRDS à 17,2. Et ça peut les arranger mais ça, après, c'est eux qui font sur leur déclaration d'impôt. Nous, on paye en amont les 30%. Et eux, après, sur la déclaration, ils disent, ça a été payé. Moi, mon impôt, il est moindre ou il est bien. Et puis voilà. Ils débrouillent de leur côté. Mais en tout cas, ça s'est très bien fait. On a fait l'élevé autour de plutôt personnes de notre entourage proche. Donc, mes anciens patrons, des amis, mes parents, voilà. Des personnes comme ça. Et on a réussi à... Tony Poncé nous a aidé sur cette première OP. Voilà. Donc on a levé 550 000 euros comme ça pour faire notre opération. Et puis ça s'est très bien déroulé. Donc première belle OP, rien de simple, hein, aussi bien l'OP que le financement. Et du coup derrière on a suivi. Donc là c'était il y a combien de temps exactement que vous vous êtes lancé en marchand? Vous avez créé la boîte 2022? Je me perds avec les dates. On a créé nos boîtes en 2021. Ok. Et il me semble que l'opération c'était en 2022, début 2022. Et moi j'ai quitté en septembre 2021 et David a quitté son boulot en octobre 2021. On a signé en janvier, l'achat en janvier 2022. Ok, donc ouais. Grosso modo, ça fait un peu plus de 2 ans. Là, vous avez démarré l'activité. Oui. Et là, nous a pris pas mal de temps et d'énergie. On se focalisait sur pas grand chose d'autre que celle-ci. Et à côté, moi, je faisais ma résidence principale et David aussi. Ouais, donc pas mal occupé, quoi, les deux. Pas mal occupé. Et juste après, moi, j'ai eu un enfant et David en a eu un et un autre qui a enchaîné derrière. Donc, c'était sport. Du coup, une fois qu'on a fait cette opération-là, on s'est dit, on va éviter les travaux. C'est un peu long, un peu chiant à suivre et tout ça. On va se tourner vers la division foncière. Donc, division de terrain et tout ça. Et on arrive, là, on est en 2022-2023. On trouve une opération au-dessus d'Aix-les-Bains, en Savoie. Et les tarifs étaient pas mal. On a négocié, je crois que c'était affiché à 495. On négocie à 410. C'est un secteur qui se revend très très cher. Les terrains étaient censés partir autour de 330 000 pour 700 mètres carrés. Constructible, plus on avait de l'agricole et un bout de forêt. On avait un beau produit.
c'est un endroit où c'est mieux d'avoir vue là qu'on l'avait pas forcément. On l'avait à travers les arbres. Et donc juste une division simple, une DP, déclaration préalable de travaux, remonte de la maison actuelle, mais qui est vraiment tout à refaire, un chalet de 90 mètres carrés et un terrain à bâtir. Et on arrivait un peu au retournement de marché à ce moment-là. Donc on a acheté encore un peu cher par rapport à ce que ça s'est revendu. On est arrivé au moment où tu vois, plus de crédit, donc pas de terrain, pas de permis de construire, pas de. Donc là on l'a porté un peu longtemps. Ouais. Ça se finalise seulement maintenant, hein. Ok. Et c'est même pas encore finalisé, hein. Ça se finalisera même en 2025. Donc sur un projet qu'on avait visité, je crois, le 3 janvier 2023. Ça va se Ouais. finaliser qu'en 2025, avril. Et donc, ok, donc un Très peu très long, plus 1 an et demi à peu près, plus long que quasi prévu. 2 Et même. puis les tarifs, on a suivi, on baissé nos prix, on aurait dû baisser rapidement, et sauf qu'on a fait la baisse en fonction de l'avancée du marché. Et donc notre terrain qu'on devait vendre 330, on l'a vendu 200, quoi. Ah oui, d'accord. Donc une belle baisse. Et au final, c'est une OP sur laquelle vous arrivez à vous en sortir ou? Oui, 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 on gagne moins d'argent que prévu, on en gagne, mais on gagne Ok. moins que prévu. Bah, écoute, c'est le principal, on va dire. Ça devait être une très belle opération, c'est une opération. Ok. Et vous avez fait d'autres OP, non, en parallèle ou Du coup, on était sur un autre projet aussi de division parcellaire, pareil, une maison et 2 terrains. Et là, ça va un peu mieux. Il nous reste la maison à vendre. Il nous reste la maison à vendre, mais les 2 terrains sont vendus. Là, il y en a un qui vient d'obtenir le PC. Donc on s'était calé là-dessus. Ok. On s'était calé là-dessus. Entre-temps, David a eu, bah pareil, on a eu, comme je te disais, nos enfants chacun de notre côté. Il est descendu vivre dans le sud, donc il est descendu vivre sur Grasse. Donc un peu plus compliqué. Lui, il avait des opérations en cours, du coup, il s'est associé en bas. Il a fait des opérations en bas. Et moi, entre-temps, j'ai salarié du coup ma femme et on avance sur des opérations plutôt de notre côté. On cherche toujours à faire des opérations ensemble, mais actuellement, on a ces deux-là en cours, on n'en a pas d'autres. Ok. Donc beau parcours depuis les voyages. Ouais, voilà. Voilà, ça nous a bien occupé, puis ça nous plaît beaucoup et voilà. Ok. Et je voulais savoir du coup une semaine type avec toi. Si je suis stagiaire, tu vois, je fais une semaine avec toi, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire là à l'instant T ou même Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à Geoffroy Guichard. Non, Trop bien. trop bien. Une semaine type. Alors moi, je suis beaucoup plus efficace le matin que l'après-midi. Ok. L'après-midi, moi, c'est compliqué. Euh, le matin, je me fais des petites listes sur l'application Rappel sur l'iPhone, et en fonction des projets, je liste tout ce que j'ai à faire. J'arrive pas encore vraiment à prioriser les trucs urgents, pas urgents. J'essaie de le faire au maximum, mais je travaille dessus. Voilà, en organisation, j'ai du taf, mais je suis dessus. Donc, en fonction de l'urgence des dossiers, j'avance dessus. Ça va être quoi? Je fais peu de prospection en ce moment parce que là, j'ai potentiellement 3 dossiers en cours en marchand, Ok. plus les autres avec David. Et on a surtout la vente de la résidence principale. Donc là, on est en train de faire les cartons, racheter derrière, faire venir tous les artisans. Donc on bosse pas mal dessus. Là, par exemple, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un terrassier et isolation extérieure. Donc ça nous prend pas mal de temps actuellement. Mais en règle générale, ouais, le matin, on bosse sur les opérations, on prospecte sur les nouvelles annonces qui viennent de sortir. Il faudrait que je prospecte plus en physique. Donc j'ai quelques agents immobiliers qui me rappellent, mais c'est trop peu. Il faudrait que j'aille démarcher un peu plus. Ok. Ça faut que je travaille là-dessus. Ouais, il y a pas vraiment une semaine type en fait. Euh, Ça évolue en fait en fonction des OP, en ouais, fonction de tout, quoi. exactement. Il y a des endroits là où je vais devoir mettre un peu la main à la pâte. Là, par exemple, samedi, je dois aller sur une OP parce que Enedis vient plus tôt que prévu, mais je suis pas encore propriétaire de l'OP. Je divise un petit immeuble en 3 plateaux, mais que je Ok. viabilise. Sauf que Enedis, ils m'ont donné une date là, donc j'ai négocié avec le propriétaire actuel pour faire les travaux avant. Donc là, je dois faire 3-4 carottages pour faire passer des gaines pour Enedis. Euh, je vais le faire samedi. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de travaux, mais ça, c'est des petits trucs qui peuvent dépanner comme ça. Mais j'ai pas mal de temps quand même pour, moi, comme je te disais, liberté de temps.
Donc les week-ends, c'est souvent qu'on bouge. Les vacances scolaires du petit, on essaye de bouger. On loue notre maison, et du coup, on part dans d'autres Trop maisons. bien. Donc ça, c'est, ouais. Trop bien. Et du coup, depuis la première opération que vous avez fait financer par, on va dire par l'entourage, est-ce Ouais. que ça vous a permis d'être crédible un petit peu auprès des banques? Est-ce que maintenant vous pouvez emprunter auprès des banques et comment ça se passe là, les nouveaux projets? Parce que tu dis que tu as 2-3 OP en cours. Ouais. Donc là, on travaille avec, alors sur les deux opérations qu'on a avec David, on travaille avec la Caisse d'épargne, la Ok. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, donc qui nous suit sur nos opérations de division foncière. Et pour la partie apport, bah nous on met les premiers frais géomètres, on essaye tout ça, et après on fait encore des levées de fonds sur la partie apport. Ok. Euh, Pas l'entièreté parce on a un petit peu d'apport, mais on en met un petit, on fait encore des levées de fonds pour cette partie-là. Et mais sinon là, ouais, on a une banque qui nous suit. On a une banque qui nous suit. Euh, voilà. Ok. On est un peu Ouais, plus top, bien. crédible. On a un peu de bilan qui est positif, donc C'est cool ça. Mais trop bien. Tu vois, du coup, ça c'est aussi, ça peut être aussi l'astuce, sans parler de faire financer l'opération en globalité, mais faire financer l'apport par des investisseurs privés, c'est possible. ouais. C'est possible quand on est bien Pas trop en entouré. faire. Les banques sont pas trop. Elles préfèrent que ce soit notre argent perso, mais on l'a déjà investi sur. Enfin, si on fait une opération une après l'autre, il y a pas de problème, mais t'as toujours plein de frais à avancer de partout. T'as des séquestres. Alors t'essaies d'en mettre le moins possible parce que en marchant, ça veut pas dire grand chose, mais il y a les propriétaires veulent que tu mettes un séquestre, ils veulent que t'avances les frais de géomètre, c'est tout de suite 4-5 000. Il y a toujours plein de frais à avancer. Donc autant le garder. Pas mal. Et du coup, tu disais, toi, au niveau, si j'ai bien compris, pour la recherche de tes biens, principalement là tout de suite, c'est sur, du coup, sur les plateformes d'annonces, style Plateforme Le Bon Coin, d'annonce. etc. Les principales OP, ouais, j'en ai fait une aussi en perso l'année dernière. Ah non, ça, on me l'avait amené. On me l'avait amené, non, c'était n'importe quoi. Ouais, plateforme d'annonce. Plateforme d'annonces, ouais. Et l'idée, c'est de continuer, c'est de développer, par contre, la partie Le réseau, réseau la physique, partie ouais. pour qu'on puisse en fait te les apporter Exactement. les OP. Ok. Bah, c'est toujours, Donc, ouais, c'est toujours mieux. Hein. C'est passer devant tout le monde, quoi. C'est l'idée, c'est là où on fait les meilleures opérations. Mais nos premières OP, on a trouvé les trois quarts sur le bon coin, nous. Ça peut rester des bonnes opérations si tu le vois différemment que les autres. Alors, c'est sûr que c'est sûrement pas les meilleures OP, mais on peut trouver des très bonnes OP sur le bon coin de ok. loger. J'ai une question là qui me vient, tu vois. Selon toi, bon, hormis un retournement de marché ou ce qui s'est passé un petit peu récemment, c'est quoi le ou les plus grands défis d'un marchand de biens? Euh, Alors, je disais dernièrement, une fois qu'on a les OP, on trouve l'argent. Là, on avait une très belle OP, on n'a pas trouvé l'argent. Bon, après, il y a un autre contexte, mais non, bah, c'est de trouver les opérations. Hein, ça, les plus gros défis, c'est Trouver les OP, ouais, essayer de s'imaginer un petit peu trouver des aussi. belles OP parce que si elles sont belles, en fait, le but en marchand de biens, c'est d'essayer de pré-commercialiser au maximum les lots. Et une fois que c'est tout pré-commercialisé, tout le monde te suit. Hein. C'est les banques en marchand, c'est ça. Maintenant, même les plateformes de crowdfunding nous demandent 50-70% de précom. Donc, c'est une solution rapide, mais avant, elles t'apportaient les fonds. Et comme ça, tu avais le temps de pré-commercialiser. Maintenant, elles le font plus trop. Donc, elles ont plus trop d'avantages à ce niveau-là. Et pour les investisseurs, bah après, c'est des investisseurs qui te connaissent et tout ça, donc ça marche plus à la confiance. T'as quand même un beau business plan à présenter, mais ils te suivent plus facilement. Des personnes aguerries qui regardent ça, ils vont demander aussi la pré-commercialisation. Donc, donc en gros, c'est l'opération qui fait tout. Hein. L'opération, si Ok. elle est bien, tu fais de la division, tu pré-commercialises, tout le monde te suit. Enfin, t'as des validations derrière, donc ton opération, tu sais qu'elle va tourner. Ok. Donc c'est Donc, ça, c'est développer le réseau en fait. C'est développer le réseau, faut être vachement présent. Et puis c'est un métier où t'es vachement derrière ton ordinateur. Au final, t'es à faire tes calculs, tes recherches et tout ça. Mais je pense qu'il faut plus aller de l'avant. Faut être très sociable, je pense.
Alors moi je le suis, mais j'ai quand même un peu cette timidité d'aller démarcher, expliquer ce que tu veux, voilà. Mais je C'est vrai pense que que c'est c'est. très important. Le réseau c'est très important Tu... pour tout et n'importe quoi. Ok, bah, j'ai fait une interview avec un autre marchand la semaine dernière. Donc cet épisode, il sortira du coup avant l'épisode, avant notre épisode à nous deux. Ouais. Et en fait, lui me disait qu'au début, donc il a bien développé son réseau et que maintenant, en fait, il cherche plus aucune opération. C'est que des opérations Ouais. qu'on lui apporte et il a entre guillemets alors je vais pas dire la chance, mais plutôt le choix des OP qu'il peut faire. Et en fait, même quand il a pas d'OP ou qu'il veut pas forcément faire de marchand, il s'oblige à aller chaque semaine manger au restaurant avec divers interlocuteurs. Hein. C'est des agents IMO, des banquiers, des experts comptables, des notaires, etc. Pour en fait continuer d'entretenir ce lien et c'est ce qui fait en fait qu'on peut avoir des OP, hein, parce que tu peux même en Mm. avoir par les notaires. Ouais. On avait parlé en off, mais tu peux en avoir par les notaires qui t'apportent des OP. En fait, tu peux avoir plein d'OP de n'importe qui. Donc, plus dur, je pense, c'est développer ce réseau et l'entretenir aussi. Exactement. Moi, à chaque année, je me le dis que c'est mon objectif et tout, et je le tiens pas trop. Mais faut vraiment que je m'y mette. Faut C'est vraiment que je m'y ça. mette. Ok. Mais ouais, ça, je pense que c'est le plus important, comme tu le dis, ouais. Et du coup, toi, pour clôturer, on va dire ce volet marchand, au début, c'était du clé en main. Là, maintenant, on va dire le profil type d'opération que tu recherches, t'écartes un petit peu le clé en main, c'est ça, parce que c'est surtout long, je pense, en termes de Bah, c'est durée. long avec les travaux, ouais. Ouais. Donc, Et c'est difficile de pré-commercialiser. Alors, tu fais des notices descriptives des travaux qu'il va y avoir, mais les gens se projettent pas forcément. Là, par exemple, sur les 6 appartements qu'on avait fait clé en main, euh, c'était 2 personnes qui arrivaient bien à se projeter parce qu'il y en avait une qui était agent IMO et l'autre, il arrivait bien à se projeter. Mais sinon, c'est compliqué, en fait. En plus, t'as des murs partout, t'as des cloisons encore. Tant que t'as pas acheté, t'es pas propriétaire, t'as pas fait la démolition. T'as beau faire des projections 3D, des plans et tout ça. oui. C'est pas simple pour tout le monde. Nous, on arrive à se projeter, on est dedans, mais c'est pas simple pour tout le monde. Donc, je pense que le clé en main, c'est top. Tu maximises la renta. Mais, euh, mais c'est du temps, et puis il faut gérer les artisans. Il y a des travaux, c'est long. Tu peux avoir des soucis sur les travaux. Et en tant que marchand de biens, t'es professionnel de l'immobilier, donc t'as pas de mise cachée, t'as rien tout ça, et tu dois beaucoup de garanties derrière. Ok. Donc ça, c'est un peu la problématique. Alors, moi, je me oriente plus sur la division parcellaire, division bâti. Euh, Là, actuellement, j'ai un corps de ferme que je divise. Je détache les granges, un bout de terrain, la maison d'habitation. Ouais, de la division, c'est plus simple. Et Je tu trouve ça revends bien du plus coup simple. plus en plateau, c'est ça? En lot. Ouais, ouais, Ok. en lot, en l'état. Ok. Plutôt en l'état. Après, si c'est vraiment compliqué le bâtiment, ça coûte pas grand-chose de faire des projections 3D aussi. Le but, c'est de pré-commercialiser rapidement. La banque te suit plus facilement, elle te demande moins d'apport, ça va rouler plus vite. C'est ça, en fait, c'est d'avoir ce roulement-là. Ok. Donc moi, je m'oriente là-dessus. Division d'immeubles de monopropriété en copro. Là, j'ai une petite OP en cours, mais c'était déjà dans une copro, mais je divise en plateaux. C'était un appartement, je divise en 3 plateaux que j'ai revendu Ok. à des amis là qui veulent faire du locatif. Donc ça, voilà, tout est pré-commercialisé déjà. Ok. Je suis pas encore propriétaire et c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. Ok. Bon, bah écoute, super, super intéressant. Et j'aimerais que tu nous dises du coup, entre tout au long de ton parcours, le rapport entre guillemets, si tu arrives à en trouver, hein, les points communs entre la partie voyage et la partie du coup investisseur et marchand de biens. Est-ce que tu arrives à trouver des qualités ou des compétences communes? En quoi ça t'a servi le voyage en fait? La débrouille, la démerde, trouver des solutions. Nous, on voyageait en sac à dos avec petit budget dans des pays d'Asie, d'Amérique du Sud à l'arrache. Donc, je pense que est-ce que ça m'a apporté Non, c'est pas ça la question. La question, c'est les similitudes. Ouais, c'est ça. C'est la débrouille pour se sortir soit de galère, soit autre chose. On relativise. Des fois, c'est grave parce que c'est financier, mais c'est pas très grave en soi.
Euh, ouais. Après, ça, c'est pour autre chose que les similitudes, mais qu'est-ce que le voyage en soi m'a apporté, c'est ça, c'est voir ce qui se passe ailleurs. Euh, Moi, je me plains beaucoup parce que je suis français en général et que je me plains pas mal, mais je me plains beaucoup moins qu'avant le voyage parce qu'on a une chance inouïe d'être là, de faire ce qu'on fait, d'avoir accès au crédit. Enfin, même ma femme qui est argentine, le crédit, ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas. C'est une inflation de 150% annuelle. Qu'est-ce que tu veux faire des crédits? Enfin, ça fonctionne pas. Euh, donc, ouais, on est bien. Voilà ce que je peux te dire. Ok. Bon, bah écoute, merci. Et tu, tu développes ou est-ce que tu veux développer d'autres activités là, en parallèle ou au-delà du marchand et de la location courte durée? Je pense qu'il faudrait que je me crée un petit parc immobilier à côté de ça. Ok, Créer des locatif. SCI, ouais, Ok. du locatif. J'aimerais bien m'en refaire. Donc là, sur certaines OP que j'ai en cours, je me garde la possibilité de me garder un bout de bâti, un bout de terrain ou quoi que ce soit. Là, j'ai une opération dans le Vercors. Il y a un bout de terrain. Alors actuellement, il y a une problématique de cahier des charges pour nouvelle construction, mais dans l'idée, c'est constructible. Donc je suis en train de regarder pour faire abolir le cahier des charges de 1948 que personne n'a sa connaissance sauf moi. Sauf que moi, comme je suis marchand de biens, je l'ai dans mon acte. Aucun des voisins savent qu'ils sont dans un lotissement, mais moi je le sais. Ça, c'est la problématique du moment. Euh, Sauf que moi, si je revends, il y aura cet acte-là. Donc, si je revends un particulier qui m'attaque derrière, je suis foutu en fait. Ok. Donc, euh, donc j'en suis là. C'était quoi la question? Non, c'était savoir si tu voulais développer d'autres activités. Tu me disais Ah que ouais, si je vais tu partais développer. sur du Ouais, locatif, ouais. du locatif. Ouais, non, pas trop d'autres activités en vue. J'aime bien tout ce qui est logement atypique, donc je pense on en fera. Juste pour la beauté, parce qu'au final, une fois que tu fais du marchand, c'est quand même plus sympa d'avoir du cash tout de suite, réinvestir par rapport à du locatif. Mais en même temps, quand tu fais de la division de terrain, division de bâti, ça manque quelque chose. Les travaux, ce que ça a apporté, c'est que tu avais un rendu final, tu avais un avant-après, c'était cool, tu Ouais. vois. Et c'est ce qui nous manque et c'est ce qu'on aime bien avec ma femme aussi. Donc en résidence principale, ça on se fait plaisir. Et je pense que l'atypique ou même du logement normal, c'est de faire quelque chose de beau, quelque chose de qui crache pas mal, hein. Aussi. Faut pas se le Qui crache cacher. pas mal, on va pas se le cacher, mais quelque chose de beau, d'insolite. J'aime bien tout ce qui est les trucs insolites là, donc je me renseigne pas mal dessus. Mais faire des projets troglodytes, des projets, Ah oui, il y a des beaux ouais, des trucs projets. que j'aimerais moi expérimenter personnellement déjà, tu vois. Voilà, des trucs, des belles choses. Ok. Un beau rendu que je sois fier de rendre ça. Parce que c'est vrai que la division parcellaire, t'es quand même content parce que la personne, elle va pouvoir faire son projet, elle aurait pas pu acheter le projet global, tu divises, ça permet à plus de personnes d'aller dessus. Mais ça manque de travaux. Donc ouais, ce genre de projet, mais tout est lié à l'immobilier en fait. À part ça, Pas d'autre chose. Ok. Et on va dire pour clôturer ce podcast, là, j'ai 3 dernières questions que je pose à à chaque invité. Est-ce que toi, tu as d'autres passions que l'IMO et du coup le voyage aussi? Parce que ouais, 6 ans à voyager, on suppose que que ça j'aime fait pas trop partie de tes mal ça. passions, Ouais, ouais. mais alors est-ce que tu as d'autres passions que l'IMO et le voyage? Je sais pas, du sport, de la Alors lecture ou d'autres trucs. ouais. Alors la lecture, j'aimerais bien, mais j'ai du mal à m'y mettre aussi. Toi, je sais que tu lis beaucoup. Moi, pareil, je me mets dans les objectifs de lire, mais alors là, il y a 2 jours, j'ai supprimé Instagram et Facebook, que je trouve que je passe énormément de temps dessus et c'est ridicule. Mais moi, j'adore être en nature, en montagne. J'adore aller randonner, bivouaquer. Euh, Moi, quand je dors là-haut, je suis le plus heureux. J'ai la chance d'habiter face aux montagnes. En une demi-heure, allez, en une heure, je peux aller faire un sommet. Je suis en station de ski. Je peux. Et Donc tu ça, j'essaie de. partages ça avec ton Alors, fils. En plus, j'ai vu il y a pas longtemps, t'as ouais, fait, ouais, t'as fait nuit avec lui. ouais, c'est ça. Alors, j'aime bien le vélo aussi. Donc là, j'avais un petit VTT électrique parce que j'ai la remorque et c'est un peu lourd. C'est pour ça que j'ai un électrique. Mais ouais, j'aime bien le vélo. Bah, la course à pied, un Le peu. trail aussi.
J'ai vu Ouais, il y a pas bah là, longtemps, ouais. je me suis mis, alors, je sais pas si je suis fan, mais ça me plaît pas mal, ouais. Mais je pense que si je m'y mets plus, ça pourrait être addictif, le trail. J'ai vu que tu avais fait un beau petit 42 là, félicitations d'ailleurs. Merci, merci, merci. Euh, Moi, j'ai démarré par un 21 et c'était déjà pas mal. J'étais assez content de mon résultat. Trop bien. Donc, je pense que j'en ai regardé quelques-uns d'autres là qui sont dans le coin en Chartreuse et tout. Donc, je pense que je vais en refaire, ouais. Après, j'ai les genoux un peu fragiles, moi, liés au foot. J'aimais Ok. bien le foot, mais maintenant que j'en fais plus, j'ai plus du tout cette passion-là, foot. Mais ouais, c'est courir, vélo, randonnée, montagne, bivouac, nature, 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 nature. Nature, ouais. À la base, je Nature, voulais être nature. fermier, et ensuite je voulais être garde forestier quand j'étais petit. Moi, c'est toujours été nature. Ok, Ouais, trop je suis bien. campagnard, moi la ville, il n'y amène pas trop. Je comprends, je comprends. J'ai quitté la ville moi aussi, donc Ouais. je comprends. Ok. Et je voulais savoir, Dorian, si du coup tu investissais ailleurs qu'en IMO. Euh, Alors non, non. j'avais 400 balles en crypto là. J'ai Mhm. rajouté 1000 balles parce que j'ai vu que ça commençait à partir, mais je l'ai mis à 86 000 là le Bitcoin, donc je sais pas, j'ai un peu fait FOMO, tu vois. Mais non, j'ai ouvert mon compte titre PEA sur les conseils de Tony Poncé là, euh, pour 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 euh, pour l'ouvrir et prendre date. Mais j'ai rien mis dessus. Pour l'instant, tout ce que j'ai, je le réinvestis en fait. Ouais, c'est du J'ai pas dispo investi pour. dans autre chose. Si j'ai investi, si pardon, j'ai dit n'importe quoi, j'ai une part d'un projet à Bali. Ok. C'est Magnitude Construction avec Christopher Morgan, ils avaient fait un achat groupé et on pouvait acheter une part dans une société, une PTPMA à Bali pour des. Donc je suis associé sur un projet de 12 villas qui sont en locatif. Ça tourne pas comme Ok. ça devrait tourner, mais euh, mais c'est un investissement. Ok. Donc ça pour la partie on va dire financière et après ce que t'investis en toi, c'est des Ah, ce que j'investis en moi. formations, pas mal de choses. Écoute, j'ai fait des formations coaching one-to-one avec sur les conseils de Maxime Vaflar. Je sais pas si tu connais Maxime. Oui, sur les réseaux, oui. Je vois qui c'est. Ouais. Du coup, je suis passé avec sa coach Christelle, très très sympathique. Donc ça m'a vachement aidé. Et ça, c'était plus pour ouais le côté perso effectivement. Un peu organisation de travail quand même, m'aider dessus. Mais euh, Ok. mais moi alors j'ai pas fait le test, mais il y a 95% de chances que je sois comment ils appellent ça? Euh, TDAH, trouble de Ok. l'attention. Donc c'est pour ça que j'ai la bougeotte. J'ai la bougeotte et à l'école on me réprimandait toujours pour ça en fait. Moi je rigolais toujours, je bougeais à droite à gauche. Les profs ils aimaient pas trop ça. Mais euh, mais du coup je pense que c'est un peu compliqué pour moi de rester focus sur quelque chose longtemps. Du coup j'ai fait un coaching pour ça. Là je suis allé au séminaire de Max Piccinini. Ah, je Je sais connais pas si pas tu du vois qui tout. c'est. Non, Moi, je vas-y. connaissais pas non plus. C'est un ami qui est coach de dev perso. Donc, dans mon cercle proche, j'ai deux coachs de développement personnel. Donc, quand on se voit les week-ends ou quoi, on en parle un peu. Mais du coup, il m'a invité à ce séminaire. Tu regarderas Max Piccinini. Alors, au premier Ouais. abord, il ne fait pas rêver parce qu'il fait beaucoup de pubs là sur les réseaux et il est peut-être un peu tête à claque. Mais en Ouais. vrai, là, j'ai passé 3 jours avec lui. C'est un peu le truc à la Tony Robbins. Euh, Ambiance à l'américaine et tout, ça danse parce que t'es assis quand même 9 heures par jour, ça dure 3 jours le bazar. Et faut s'y prendre au jeu. J'ai eu un peu de mal parce que c'est un peu too much pour moi, mais au final, je trouve que ça m'a apporté pas mal de motivation dernièrement. Euh, donc voilà ce que j'ai fait. Sinon, je lis des livres, ouais, mais plus ça pour l'organisation et pour rester focus et ce genre de choses. Ok. Et tout ce qui est lié à ton activité de marchand, tu fais, ça vient d'où en fait toutes tes compétences? T'as tout appris, enfin t'as appris pas mal de choses sur le tas, mais est-ce que tu te formes, est-ce que tu essaies de te former ou d'apprendre des choses? Alors en marchand de biens, j'ai lu le livre. Il y a un livre qui s'appelle
marchand de biens, mais toi, je sais pas, c'est un livre écrit par celui qui fait Vendeur de vérité. Je l'ai Sa lu femme. aussi, ouais. Ok, ouais. Donc j'ai lu ça, j'ai lu le livre de Tony Eben, Division Foncière Expert. Non, ouais, je sais plus ce que c'est. J'ai fait de la formation de Tony, Division Foncière Expert. Ok. Euh, et ensuite, j'écoute plus trop de podcasts, mais si ça parle marchand, donc j'écoute les tiens. Là où il y a du marchand, j'ai écouté Yoni dernièrement. Ouais, j'écoute un petit peu ça, mais sinon, j'organise aussi j'organise des séminaires marchands de biens. Enfin, tournées marchands de biens, il n'y a pas que des marchands de biens, mais j'en ai organisé 2, dont un dernièrement, là, qui s'est super bien passé au Grand Bornand, en montagne. J'essaie de le faire en montagne, il faut faire découvrir un peu la montagne et les activités. Donc là, j'essaie de réunir les personnes que je connais ou des connaissances d'autres personnes, des personnes que je suis sur les réseaux en général. Donc on a créé un beau petit groupe. Et du coup, j'ai été invité aussi par Fabio à un séminaire à Cannes l'année dernière. Non, Ok. en avril dernier. Et un autre par l'associé de Maxime qui s'appelle Adrien. Pareil, on était au-dessus de Gap. Et c'est des séminaires de marchands de biens et c'est là où on apprend le plus en fait. Ok. C'est là où Ouais, sur des OP que certains ont eu, où ils essaient de Ouais, détailler un exactement. petit peu. Ok. Bah, t'es dedans quoi. C'est le vrai. C'est là où tu apprends Ouais. les meilleurs tips, les meilleures manières d'investir, les meilleurs prospecter, les sites à utiliser. C'est là-dessus que j'apprends le plus. Ok. Bon, bah, Voilà. trop bien. Donc Et peut-être qu'on en refera une, c'est le MDB Camp. MDV Camp. Ouais, j'avais vu ça. Ouais, MDB Camp, j'ai un copain qui a participé au dernier que t'as organisé, Alex, Alex. Ouais, ouais, c'est ça. Alex Olia, ouais. C'est Olia, ça, enfin, c'est j'appelle ça. Olia, mais c'est pas Olia. Ok. Ouais, je crois qu'il a bien kiffé, Alex. Ça, c'était top, ouais. Bon, bah, Donc trop bien. c'est là-dessus que c'est cette manière-là qu'on se forme le plus, je trouve. En présentiel, entouré Avec d'autres. de personnes aguerries, ouais. On essaie de trouver des personnes qui ont quand même un niveau avancé. Euh, En fait, je choisis les personnes, plus ou moins, que j'invite pour me faire progresser moi-même. Donc après, ça fait progresser tous les autres. Et puis pas qu'il y en ait s'il y a vraiment des différences de niveau, il y en a qui se trouvaient un peu lésés et Oui, du coup ils reviendront pas. Et voilà quoi. Je veux pas trop avoir ce problème-là. Que tout le monde s'apporte mutuellement, c'est bien. c'est ça. On apprend toujours tout le monde, mais c'est vrai qu'un débutant nous apporte moins qu'un expérimenté. Tout à fait. Ok. Voilà. Bon, bah, écoute, super, merci pour ton approche. Et puis, du coup, j'ai une dernière question. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Réussir sa vie, c'est quoi? Réussir sa vie, euh, c'est d'avoir le temps de faire ce qu'on veut à n'importe quel moment, Ok. euh, avec qui on veut. Ça me paraît pas mal. Donc l'argent, il y a un peu pour quelque chose, hein, Oui. sans ça, on se loge pas, on mange pas, donc on voyage pas comme on veut. Donc je pense que ça passe par ça. C'est un chemin. Euh, mais oui, c'est ça. Moi, c'est liberté de temps et de faire ce que j'ai envie de faire. Et les projets, ça en fait partie parce que, comme je te disais, quand on était en voyage, on avait cette chose on fait que voyager, il y a rien de concret, quoi. Il y a rien de concret, donc avoir des projets. Donc le marchand de biens s'y prête vraiment. Je pense pas vouloir être le marchand de biens qui veut le charbonner 12 heures par jour, 11 mois par an. Moi, j'aime bien les vacances, le voyage, le temps libre et là, j'ai envie d'aller courir. Je me prends 1 heure, je vais courir. Si je vais aller faire un tour de vélo, je vais faire un tour de vélo. Trop bien. Donc c'est ça pour moi, C'est réussir sa ça ta vie. vision. Ok. Bon, bah, écoute, je te remercie, Dorian, pour ton partage. Ben, merci à toi, Romain. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!